Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous tenons ce point presse à 14 heures. Nous avons modifié notre horaire pour pouvoir disposer de toutes les informations actualisées que nous avons collectées dans la matinée. Donc je vais vous demander un petit peu de patience aujourd'hui parce qu'on va vous passer beaucoup d'informations, des choses aussi très pratiques sur la vaccination, beaucoup de contacts, beaucoup d'horaires, mais en tout cas nous avons voulu faire un point particulier aujourd'hui sur la question médicale, avec bien sûr le point actualisé sur les cas, la question de la vaccination, la question du dépistage, et on fera un point également en bilan sur l'accueil des enfants des professions prioritaires. Simplement pour votre information, un point presse sera donc consacré aux questions économiques dans les prochains jours, une fois que nous aurons statué, comme je vous l'ai dit hier, sur la question notamment des aides, du chômage partiel. Nous ferons un point spécifique. Donc sur la question tout d'abord des chiffres actualisés sur les personnes qui sont donc détectées positives. Donc nous avons 9 nouveaux cas positifs qui ont été donc détectés au cours des dernières 24 heures. Donc cela porte à 16 le nombre de cas positifs à l'heure où je vous parle. Et donc ces 9 nouveaux cas sont tous isolés au Medipôle. Donc sur ces 16 cas, au total, nous avons 6 personnes en service de réanimation. Sur leur statut vaccinal, je voulais préciser que tous les malades qui sont dans les situations, qui connaissent les situations malheureusement les plus graves, ne sont pas vaccinés pour l'instant sur malheureusement ce premier groupe de personnes positives. Donc nous poursuivons comme précédemment les investigations, évidemment pour être sur la question des cas contacts et comme je vous l'ai dit hier, essayer également de comprendre comment le Covid et le variant est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Je voudrais quand même rappeler ce qui est nécessaire de faire quand on présente des symptômes. C'est très important, hein, je pense qu'il faut que l'on puisse passer clairement ce message. Donc les personnes qui présentent des symptômes doivent contacter leur médecin et ne pas se déplacer. Donc vous devez suivre les instructions de votre médecin si vous présentez des symptômes et ensuite vous serez redirigé également sur un centre de dépistage. Je vous propose de passer maintenant à la question donc de la vaccination pour que l'on puisse vous donner un état précis de la campagne de vaccination. Je voulais rappeler que l'objectif du confinement qui est en cours, nous l'avons dit hier, c'est à la fois d'accélérer cette campagne de vaccination pour pouvoir donc amortir l'effet sur notre système hospitalier et bien sûr de réduire la contamination en limitant au maximum les déplacements de population. Donc depuis hier, les centres de vaccination connaissent une affluence importante. Par exemple, certains chiffres sur Moravel hier, où la fréquentation a été multipliée par 5. Il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été vaccinées hier à Moravel sur un seul centre. Également sur le Medipôle, 500 doses ont été délivrées hier, soit le double de la semaine dernière, mardi dernier, et l'équipe a été doublée à cet effet. Donc je voulais rappeler un chiffre important sur la campagne globale de vaccination. Hier, ce sont 2556 doses qui ont été injectées. Et donc ça comprend tous les centres évidemment en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une journée record pour la vaccination. C'est un bilan positif pour ce début-là de campagne après la détection de ces cas positifs. Par contre, je voudrais rappeler qu'on est quand même à 27% de la population qui a reçu ces 2 doses. Donc nous sommes encore loin des objectifs. Donc il faut vraiment souligner le caractère positif de cette mobilisation, mais il ne faut pas relâcher nos efforts dans ce domaine. Bien sûr, quand les personnes se rendent sur les centres de vaccination, notamment ceux qui sont sans rendez-vous, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières, de porter le masque. Il est important quand vous rendez sur un centre de vaccination de respecter ces règles afin de ne pas évidemment amorcer une contamination. Je vais ensuite passer la parole. Je vous disais, on va passer des informations très très pratiques aujourd'hui sur les centres de vaccination en fonction que vous habitez en province sud, en province nord ou en province des îles. On va vous donner en gros tout le programme de ce qui va se passer dans les prochains jours pour que vous puissiez, Calédoniennes et Calédoniens, vous vacciner au plus près de chez vous. Donc sur la partie province sud, je vais passer la parole à M. Jean-Baptiste Friac qui représente
la province sud aujourd'hui, et moi je vous donnerai les autres informations à la suite sur les autres provinces. Bien, merci. Tout d'abord, bonjour. Je vais vous présenter le programme de vaccination pour ce qui concerne la province sud. Vous savez, la province sud se situe dans le cadre de la politique générale menée par le gouvernement de vaccination. On vaccine depuis fin février et avec l'introduction du variant Delta, la province sud a souhaité déployer des efforts encore plus conséquents. Ces efforts se porteront sur différents lieux. Le premier lieu, c'est l'ouverture aujourd'hui d'un vaccinodrome géant sur le site de Kouekara. Pourquoi le site de Kouekara? C'est un site qui est assez étendu, qui est facilement accessible aux véhicules et qui nous permettra de vacciner 6 jours sur 7, du lundi au samedi, de 8h à 18h, tous les Calédoniens qui le souhaitent. Ce site, comme il est grand, nous permet justement d'aménager l'espace de manière à pouvoir respecter le plus possible les gestes barrières et pouvoir organiser au mieux la vaccination. Nous n'avons pas encore terminé avec notre vaccinotour. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes sur le site de Téné, à Bourail. Nous vaccinons donc aujourd'hui jusqu'à 18h. 1 millier de personnes sont prévues et on essaiera de vous donner les chiffres de la vaccination définitive. Nous avions également prévu un vaccinodrome avant l'introduction du virus sur l'hôtel de la province. C'était la deuxième dose. Il devait se tenir donc demain. Donc nous invitons les gens qui se sont fait vacciner pour la première dose au vaccinodrome de l'hôtel de la province sud à se rendre sur le site de Kouekara. Donc toujours aux mêmes heures, à savoir de 8h à 18h. Voilà. À noter que l'ensemble de nos sites de vaccination se feront sans rendez-vous. Nous serons également présents sur la commune du Mont-d'Or. Nous avions initialement envisagé donc une deuxième dose aussi qui était prévue sur le site du Vallon d'Or pour pouvoir avoir un meilleur espace, pour pouvoir respecter les gestes barrières et pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Veuillez noter que notre vaccinodrome initialement prévu donc ce vendredi 10 septembre de 8h à 18h sera déplacé donc sur le site de la salle Omnisport au Mont-d'Or. Voilà. Par ailleurs, nous allons nous organiser à partir de demain pour pouvoir proposer aussi de la vaccination dans nos centres médico-sociaux des communes de l'intérieur, à savoir l'île des Pins, Yaté, Païta, Thio et les centres de Lafoy et Bourail. Donc, au niveau de ces centres médico-sociaux, nous proposerons de la vaccination, sachant que ces centres médico-sociaux sont quelquefois les seuls opérateurs de santé sur le territoire, comme pour, par exemple, l'île des Pins, Thio ou Yaté. Donc, bien sûr, nous accueillerons aussi les patients pour des soins. Hein. Il faut rappeler que le Covid est une maladie très grave, mais il y a aussi d'autres maladies qui affectent les Calédoniens. Donc, il est important de continuer à se soigner. Donc, on aura un accueil spécialisé qui nous permettra de pouvoir avoir 2 files différentes entre les personnes suspectes ou en risque d'avoir développé le Covid et puis les personnes qui viendront pour autre chose. Donc, dans ce cadre-là, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, nous opérerons donc les opérations de vaccination sur ces centres-là, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Voilà pour ce qui concerne la province sud. Je rappelle, et bien évidemment, comme l'a dit Madame la membre du gouvernement et vice-présidente, qu'il nous faut respecter les gestes barrières, que nous avons assez de doses pour tout le monde et qu'il est important, effectivement, de pouvoir organiser les choses dans le respect de la distanciation sociale. Donc, nous sommes vigilants, mais nous demandons aussi le civisme des citoyens de façon à ce que nos centres de vaccination se déroulent pour le mieux, sans risque sanitaire. Nous avons aussi, lors de ces différents événements, la possibilité de fournir quelques masques chirurgicaux ou du gel hydroalcoolique pour les personnes les plus nécessiteuses. Voilà, je vous remercie. Merci pour, en complément d'information, si vous habitez également en province sud, donc il y a le centre de vaccination de la CAFAT qui a doublé sa capacité et qui met en place également un élargissement de ses plages horaires. Donc le mardi, le jeudi en nocturne jusqu'à 19h, mais sur rendez-vous. Et tous les samedis matins, de 8h à midi, cette fois-ci sans rendez-vous. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'informations, vous pouvez les retrouver sur le site des différentes collectivités, sur le site internet du gouvernement. Et il y a aussi une nouveauté, donc la mairie de Nouméa
avec la Nouvelle-Calédonie et l'ASS, remettent en place donc dans la salle d'honneur de la mairie à partir de samedi de 8h à 16h donc un centre de vaccination, et il restera ouvert durant 2 semaines aux mêmes horaires et avec également des organisations de nocturnes donc le mardi jusqu'à 20h. Donc comme vous le voyez, tout est fait à la fois dans le doublement des dispositifs, mais également surtout pour les élargissements d'horaires, pour pouvoir convenir aux personnes également qui travaillent ou qui ont d'autres obligations de pouvoir se rendre sur ces centres et évidemment de vacciner le maximum de personnes sur les prochains jours. Si vous habitez aux îles, évidemment, des dispositifs sont en place également. La campagne se poursuit, et notamment sur l'IFU. Il faut que l'on adapte les dispositifs également sur les autres îles, notamment par rapport aux problématiques éventuelles de transport. Mais sur l'IFU, donc ça a commencé le 23 août, ça se poursuit. Des nouvelles dates vont être annoncées dans les prochains jours pour doubler l'offre quotidienne. Les prochains rendez-vous qui avaient été annoncés sont maintenus. Demain, le 9 septembre, à la tribu de Tingeting, de 8h à 14h. Donc ça, c'était déjà dans le calendrier, mais c'est maintenu. Il y a aussi le dispensaire de Houé qui va étendre ses horaires pour vacciner même le samedi et le dimanche, de 8h à 15h. Donc il y a 200 doses qui ont été injectées hier à Houé, et il y a l'objectif d'atteindre les 1000 doses avec l'organisation que je viens de vous décrire. Bien sûr, il y a d'autres rendez-vous, je vous les donne parce que je pense que c'est important pour les prochains jours, c'est assez concentré, mais c'est important de les avoir. Donc jeudi 9 septembre, au Phare de la province des îles, c'est un point de vaccination qui sera particulièrement dédié au personnel administratif des îles, mais qui reste ouvert au public. Et bien sûr, d'autres points avec le 10 septembre au magasin Corail, de 8h à 15h. Et dans les SMS, donc de Ouvéa et de Marais, il va y avoir bien sûr des dates qui vont, comme je vous l'ai dit, être annoncées. Donc pour les îles, n'hésitez pas à contacter le 05 00 90 pour avoir toutes les informations. Sur la province sud, c'est le 05 00 33 ou le 28 58 18 pour pouvoir prendre rendez-vous ou vous renseigner sur les centres disponibles. On va finir sur la province nord. Donc pour ceux qui habitent la province nord, les centres médico-sociaux vont s'organiser en fonction des priorités pour pouvoir se concentrer également sur la vaccination sans rendez-vous. Donc les communes de Koné, Vaud, Koumak, Kou, Mouégua, Puebo, Yingen, Touo, Poindimier, Ponériouin, Wailou, Kouawa et Canala sont concernés. Pour toute information sur ces calendriers de vaccination, vous pouvez contacter le 05 00 22 pour la province nord. Il y a aussi un vaccinodrome qui est prévu à Koné ce samedi. Les horaires vont être bientôt communiqués. Donc là, on est vraiment sur un dispositif qui complète les SMS avec un vaccinodrome de grande envergure qui va ouvrir donc samedi à Koné. En parallèle, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en parallèle de ce qu'organisent les provinces, poursuit sa campagne également de vaccination sur Koumak, Poindimier, Yingen, Poya. Ce qu'on essaye de faire, il y a eu une réunion hier à ce sujet, bien sûr, c'est d'agir en cohérence et de se compléter là où les équipes des provinces ne sont pas, d'avoir une action de la Nouvelle-Calédonie. À la fois, ce sera le 15 septembre, puis un retour à Nouville le 18 septembre. Vous voyez que les semaines et les jours à venir sont organisés sur ces sujets. Je voudrais préciser pour les personnes qui ont des problèmes également de transport que des navettes vont être organisées en collaboration avec les communes pour notamment desservir les tribus, pour faciliter par rapport aux dates que je viens de vous donner, les communes notamment de la province nord, le déplacement des personnes isolées. Nous avions aussi prévu, on vous en avait parlé, un planning de vaccination sur les tribus. Il est pour l'instant, avec l'arrivée également du variant, ce programme est modifié pour se concentrer sur les vaccinodromes dans les communes avec le déplacement possible des populations qui ne pourraient pas avoir accès à un véhicule. Je voulais faire toujours sur le plan opérationnel un petit point sur la vaccination des mineurs. C'est un sujet important et puis c'est aussi un sujet délicat. Donc il y a eu, à l'instar de la métropole, des modifications des modalités de vaccination pour les mineurs. Donc il y a une distinction, les mineurs âgés de 12 ans et plus peuvent être vaccinés, et ces modifications vont permettre également d'alléger les démarches administratives pour les familles autour de cette vaccination.
Donc, pour ceux qui ont entre 12 et 15 ans, à partir de maintenant, et c'est déjà en vigueur, sur l'autorisation parentale, il suffit de l'accord d'un seul parent. Par contre, le mineur de 12 à 15 ans doit être accompagné d'un des parents au moment de la vaccination. Donc ça, c'est vraiment pour les plus jeunes. Il y a eu un petit assouplissement sur la question de l'autorisation parentale, avec bien sûr pièce d'identité des parents, pièce d'identité de l'enfant ou le livret de famille. La distinction se fait avec les mineurs de plus de 16 ans, donc entre 16 et 17 jusqu'à 18 ans. Donc l'autorisation parentale est supprimée, c'est-à-dire c'est le consentement du mineur qui est recueilli au moment de la vaccination. La présence d'un des deux parents n'est plus obligatoire, donc entre 16 et 18 ans. Par contre, je rappelle que les équipes de vaccination nous rappellent que c'est quand même conseillé. C'est-à-dire qu'il est quand même conseillé, si c'est possible, évidemment, que les parents accompagnent leurs enfants. Et bien sûr, dans ce cas-là, entre 16 et 18 ans, c'est la présentation de la pièce d'identité du mineur qui est obligatoire. Voilà, donc il y a un allègement sur les 16-18 ans qui est fait afin également de faciliter les procédures, mais il est toujours bien et important, bien sûr, d'accompagner son enfant pour une démarche de vaccination. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce programme assez dense des prochains jours et les modalités de vaccination. Donc le deuxième point important sur notre ordre du jour, vous nous avez posé beaucoup de questions sur les tests. Et donc nous étions engagés à faire un point précis aujourd'hui sur cette question. Donc je vais passer la parole au docteur Degrélan sur ce sujet afin qu'il vous donne les informations nécessaires. Merci beaucoup Mme Chamorro. Bonjour à tous. Concernant, donc il y a de nombreux sujets j'imagine à discuter aujourd'hui. Concernant les tests, donc notre capacité de test n'est pas infinie évidemment. Elle est limitée aussi par pas seulement la technique, mais aussi sur le plan humain, par le nombre de techniciens qui est en nombre limité sur le territoire. On peut monter jusqu'à 800 tests par jour aujourd'hui. On pourra peut-être faire mieux demain, mais effectivement, on ne peut pas faire 10 000 tests par jour. Ce serait d'ailleurs pas nécessaire. Pour pouvoir optimiser l'utilisation des tests, je rappelle aux Calédoniens qu'il n'est pas besoin de se faire tester quand on n'a pas de symptômes. Si on connaît quelqu'un qui a eu le Covid, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut aller se faire dépister en urgence. Ce d'autant qu'un test, il peut être négatif un jour et positif le lendemain. Donc pour avoir toutes les chances de savoir si on a la maladie, ce qu'il faut, c'est se faire tester quand on a des symptômes. Donc les symptômes, je vous les rappelle, c'est le nez qui coule, c'est la toux, c'est un peu de fièvre, et dans 80% des cas, la perte de l'odorat. Et dans 80% des cas, dans l'immense majorité des cas, ça en restera là, a priori. Donc là, c'est une bonne raison d'aller se faire tester et surtout de se signaler auprès de son médecin généraliste en prenant les précautions d'usage, les mesures barrières, en sortant avec son masque et en s'isolant à son domicile. Mais allez voir le généraliste pour qu'ensuite il vous prescrive, qu'il vous conseille ce test. Donc, il n'y a pas d'urgence à le faire. Et si vous prenez les précautions d'usage, les mesures barrières, il n'y a pas d'urgence. Néanmoins, n'allez pas vous faire tester si vous n'avez aucun symptôme. Aujourd'hui, le drive qui a été installé sur le parking et sur l'ancien Gaston Bourré a été assailli de gens et un grand nombre n'avaient aucun symptôme. Ils y allaient par peur. On peut le comprendre. La crainte, c'est souvent un moteur, mais en l'occurrence, là, c'est un mauvais moteur parce qu'on va consommer des tests inutilement et on va faussement vous rassurer. Donc, ne le faites pas et attendez d'avoir, ou alors sur conseil de la DAS, ou alors sur conseil de votre médecin, allez à ce moment-là vous faire tester. Il faut se faire tester, mais au bon moment. Ça, c'est le premier point concernant les tests. Les tests sont aussi réalisés dans un laboratoire privé. Et ils ont une capacité qui est aussi limitée. Mais ensemble, on peut essayer de satisfaire aux besoins de tests. Aujourd'hui, il est important ce besoin de tests en population. Donc, nous, au Medipôle, un petit point, on est en train de faire un test. Et on a initié un test, d'ailleurs, avec l'ensemble des autres structures sanitaires, un testing de nos structures au niveau des patients et au niveau des soignants. Pour pouvoir faire une cartographie
de l'infection au coronavirus au niveau de nos structures sanitaires, pour qu'on puisse ensuite se réorganiser pour libérer le maximum de places pour les patients non Covid et aussi prendre au mieux en charge les patients Covid. Donc ça, c'est en cours. On aura les résultats, je pense, d'ici 24 à 48 heures. Et on fait ça aussi dans le Nord. Donc c'est une action coordonnée de l'ensemble des établissements, coordonnée par la DAS, que je remercie. Donc cette cartographie va nous aider à mieux comprendre où nous en sommes. Parce qu'aujourd'hui, lundi, vous aviez trois annonces de cas positifs, tous autochtones. Aujourd'hui, on est à 16. Ce soir, on sera à plus de 20. Et après, il faudra arrêter de compter. Donc, savoir si un cas supplémentaire est arrivé à midi ou midi 30 ou 1h30, ça ne servira plus à rien. Donc, voilà, on est dans le cadre d'une épidémie qui est croissante de manière exponentielle. Ça veut dire que ça fait plus que doubler quasiment tous les jours. Regardez les résultats depuis lundi. Donc voilà, c'est important. Et c'est important de vérifier aussi les informations avant de les donner. Donc on a des cas qui apparaissent un peu partout. Et donc il va falloir effectivement tester sur l'ensemble du territoire. Voilà, ça c'est la DAS qui coordonne cette action. Et effectivement, il y a des tests antigéniques qui sont réalisés maintenant de manière assez importante, y compris dans les îles, pour qu'on puisse très vite isoler les personnes qui sont positives. Donc voilà pour les tests. Il y avait un autre sujet peut-être ? Oui, sur le déploiement de différents dispositifs dans les jours ou les semaines à venir. Vous avez parlé du Drive, mais je crois qu'il y a d'autres... Tout à fait. D'autres dispositifs sur lesquels vous travaillez également. Alors, c'est la DAS, en lien avec le CHT et la DSCGR, a organisé la mise en place donc, d'un drive à l'hôpital Gaston Bourret, l'ancien Gaston. Et il y a un drive qui sera, enfin, un autre centre de dépistage sans rendez-vous qui va être organisé à Rivière-Salée, sur le parking du centre médico-social de Rivière-Salée, à partir de lundi. Voilà, on va essayer de multiplier les points d'entrée pour faire ces tests. Ces tests seront aussi très probablement possibles rapidement auprès de votre généraliste. Ils seront possibles auprès des centres médico-sociaux un peu partout dans le pays. Et donc, vous pourrez vous faire tester. Encore une fois, il ne faut pas se faire tester pour se rassurer. Il faut se faire tester pour vraiment savoir si les symptômes qu'on a sont des symptômes liés au Covid ou pas. Voilà, donc tester, c'est vraiment important. Le deuxième point, qui est vraiment important aussi, c'est s'isoler. Donc, comment on fait pour ne pas contaminer les autres ? La première mesure, c'est l'application des mesures barrières. On le répétera jamais assez, ça fonctionne. On a gardé nos masques parce qu'il faut qu'on reste 2 mètres entre nous. Donc là, on était à moins de 2 mètres. Mais sinon, les mesures barrières sont vraiment importantes. Ensuite, la troisième chose, c'est qu'en cas de symptômes, vous devez rester à votre domicile. Vous devez vous signaler auprès de votre médecin généraliste, mais rester à votre domicile et ne pas circuler sans masque. Tout le monde doit porter un masque, d'autant plus que vous avez le nez qui coule ou une petite toux. Donc c'est très important, le virus circule partout. Vous l'avez déjà probablement rencontré, alors vous allez le rencontrer dans les jours à venir. Donc protégez-vous en mettant le masque et protégez les autres. Le troisième point, c'est qu'une fois que les patients sont symptomatiques, eh bien, soit ils vont à l'hôpital, c'est la grande majorité des cas, soit ils seront adressés en hôtel auprès de la DSCGR qui surveillera les patients qui n'ont pas de facteur de gravité, qui n'ont pas de risque de décompensation et qui sont vaccinés. Car comme vous le savez, ce sont les patients non vaccinés qui font les formes graves qu'on hospitalise. C'était pareil à Tahiti, c'est pareil dans tous les pays du monde, ce sera pareil en Calédonie. Et aujourd'hui, les premiers petits résultats que nous avons confirment ce que je vous dis. Donc les patients qui sont vaccinés seront moins graves et ceux-là, ils pourront être surveillés peut-être à l'hôtel pour éviter une contamination intrafamiliale plutôt qu'à l'hôpital. Donc on va commencer dès ce soir à transférer des patients en hôtel pour pouvoir les surveiller grâce à l'aide de la DSCGR qui va nous soulager et éviter des transferts de patients dans d'autres structures comme on l'a fait par le passé dans précédentes crises, comme à la clinique ou au CHS. Néanmoins, la clinique et le CHS et le CHN, qui sont nos partenaires quotidiens, nous aident et vont probablement récupérer un certain nombre de malades Covid négatifs qu'on pourra être amené à leur transférer. Merci, docteur.
On se tient à votre disposition, bien sûr, en fin de point presse sur, si vous voulez, des compléments d'information. En tout cas, merci de votre disponibilité aujourd'hui, parce qu'on sait que les équipes soignantes sont déjà très mobilisées. Donc, c'est important, je pense, que les Calédoniens, en dehors du discours politique, bien reçoivent ces informations de personnes dont c'est l'expertise et le métier. Simplement pour terminer, 2 informations, celle qui concerne le prix des masques, du gel hydroalcoolique. Donc nous avons repris ce matin en gouvernement les arrêtés nécessaires à l'encadrement du prix de ces produits. Et nous sommes en train de travailler avec les services notamment sur également la rédaction d'un arrêté sur la question du prix des tests, puisque pour l'instant il y a aussi des différences sur le prix des tests qui sont donc observés. Donc il y aura un arrêté également pour encadrer également le prix de ces tests. Je voulais également vous donner une dernière information sur la question de l'accueil des enfants de personnel prioritaire. Donc comme lors des 2 derniers confinements, nous relançons le dispositif. Alors je ne vais pas vous donner le nom de toutes les crèches, de toutes les écoles et de tous les collèges. Simplement, donc, pour les personnels et notamment prioritairement les personnels de santé, mais également d'autres catégories professionnelles engagées dans la crise, vous retrouverez cette liste dans un communiqué du gouvernement. Donc ça, ce sont les provinces qui organisent vraiment sur le terrain cet accueil. Donc il y a certaines écoles en province sud, en province nord, en province des îles. Il y a également des collèges, en sachant que sur les collèges, on a quand même beaucoup moins d'enfants comme sur les périodes précédentes. Et il y a également des crèches, une trentaine de crèches, où on a déjà des inscriptions pour à peu près 300 enfants. Donc je voudrais évidemment sur ce sujet dire que il y a des personnes qui voudraient évidemment que leurs enfants soient accueillis dans ces dispositifs. Nous sommes obligés de limiter la liste des professionnels concernés, puisque évidemment il faut que nous ayons pour l'instant également des volontaires qui viennent faire fonctionner ces écoles. Dans les crèches, c'est un peu différent. On donne aussi la priorité aux personnels qui sont vaccinés dans les écoles et dans les crèches concernées pour encadrer les enfants. Donc je voulais terminer mon intervention également sur ce sujet en adressant un message particulier aux enseignants, qu'ils soient du primaire ou de secondaire, qui se sont engagés donc sur les 2 précédents confinements, mais qui vont être appelés à s'engager. Donc vraiment, je leur demande de se faire connaître auprès des 3 provinces, et notamment la province sud, sur laquelle nous avons beaucoup de besoins. Je pense qu'il est important pour ces professionnels de l'enseignement de se mobiliser aux côtés de chacun d'entre nous pour être volontaires sur les 2 semaines à venir, pour encadrer et pour accueillir les enfants des personnels prioritaires. Je pense qu'on doit tous être attentifs, et notamment sur nos structures médicales, à pouvoir soulager les personnels médicaux et leurs familles par l'accueil prioritaire de leurs enfants. Et je pense que chacun à son niveau a ce rôle à jouer également. Donc je profite vraiment pour rappeler cet appel à volontariat. Dernière chose, on va le redire tous les jours, ne pas appeler le 15, sauf en cas d'urgence, et de mobiliser les 2 autres numéros. Si vous avez des symptômes ou des questions qui sont relatives au Covid, le 05 02 02 de 8h à 17h. Et sur toutes les questions qui sont relatives au confinement, le 26 63 26, le 26 63 26. Comme ça, pas de surcharge inutile sur le 15 pour pouvoir accueillir les personnes qui sont vraiment dans les conditions les plus difficiles et en urgence. Voilà, nous en avons fini des informations que l'on souhaitait vous transmettre aujourd'hui, et je pense que ce qu'a dit le docteur de Grélan en conclusion, c'est que la situation va évoluer d'heure en heure, donc il faut qu'on soit très vigilants les uns et les autres sur la transmission des informations, et notamment sur le nombre de cas, qui va devenir après une question aussi qui devra évoluer très rapidement. Voilà, donc on sera à votre disposition pour ces chiffres en toute transparence lors de nos points presse en tout cas. Merci à vous. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. On sait qu'on a un lot question sur la vaccination. On sait qu'on a un lot de 6000 doses de Moderna en provenance de Wallis qui vont se périmer au 20 septembre. Plusieurs pistes étaient envisagées, soit en faire une 3e dose, soit en faire une première dose, mais sous condition de pouvoir peut-être recevoir du Moderna plus tard. L'échéance approche, la vaccination devient urgente. Qu'est-ce qu'on fait de ces doses aujourd'hui ? Est-ce qu'on sait comment elles vont être utilisées ?
Docteur de Grélan, sur le rappel. Avec plaisir. Donc, un rappel vaccinal sera nécessaire. On en parle depuis des mois. Il sera nécessaire au-delà de 6 à 8 mois après la deuxième injection de vaccin Pfizer. Aujourd'hui, on a commencé à vacciner en troisième injection, donc rappel, certains personnels de l'hôpital, notamment des secteurs qui reçoivent les patients Covid. On va étendre cette proposition sur la base du volontariat à l'ensemble des personnels de tout le système de santé, en commençant par ceux qui reçoivent les patients et puis ensuite tous les autres. Donc on va offrir cette option vaccinale. On l'a déjà commencé hier soir et on va l'ouvrir y compris ce week-end. Ensuite, la DAS avec qui nous travaillons va la proposer dans un deuxième temps, mais très rapidement, à toutes les personnes qui ont été vaccinées en priorité au début de l'année, qui sont à plus de 8 mois, c'est-à-dire les EHPAD et les personnes âgées qui ont donc besoin de cette troisième injection pour être sûr d'avoir une bonne immunité vaccinale qui me paraît aujourd'hui très nécessaire. Donc c'est une urgence et on utilise le Moderna en troisième dose. Donc on a décongelé le Moderna. Voilà pour la question de je crois que je ne sais pas s'il faut qu'on dise troisième dose ou qu'on s'habitue à dire rappel, mais en tout cas, elle sera utilisée sur des publics cibles. Après, l'éventualité de faire un centre, effectivement, comme vous l'avez envisagé, en utilisant particulièrement du Moderna, avec la possibilité de recevoir la deuxième dose dans un second temps, est encore à l'étude et il nous reste peu de temps pour déclencher cette deuxième option. Coralie Cochin, c'est la première. Il y a dans les établissements de santé un certain nombre de personnes qui ne sont pas encore vaccinées, alors qu'elles sont en contact de populations à risque. Est-ce que cela va devenir obligatoire, puisqu'en plus il y a un texte qui a été voté au Congrès vendredi? Comment vous comptez procéder? Alors le cadre, il est fixé. Il y a deux cadres. Il y a celui des populations, de la population générale, avec une obligation vaccinale globale pour la population de la Nouvelle-Calédonie, qui est pour l'instant prévue sans sanction, parce que c'est un principe que les élus du Congrès, et je pense qu'il faut saluer le courage politique de tous les groupes qui se sont investis sur ce sujet. Donc il y a la population de manière globale qui est engagée sur cette obligation vaccinale. Et puis comme vous le savez, il y a une deuxième partie des textes qui ciblent des secteurs prioritaires, dont la santé. C'est une obligation avant le 31 décembre. Voilà. Donc on est dans ce cadre, actuellement. D'accord. Alors, je pense qu'au sein du secteur hospitalier, le docteur vient de le dire, il y a des démarches spécifiques de vaccination des personnels. Alors, très clairement, la demande a largement augmenté au sein des personnels qui n'est pas encore vaccinés. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés en 48 heures au sein du centre de vaccination du CHT. Il y a des demandes encore là très fortes. Donc, je pense que notre couverture vaccinale, notamment chez les aides-soignants qui étaient la population la moins vaccinée, va augmenter de manière très importante. Les gens ont compris. Voilà. Après, il y aura forcément des irréductibles. On tâchera de faire en sorte que ces gens-là ne travaillent pas au contact des patients, mais ça va être difficile parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il va y avoir de plus en plus de patients et donc ça va être compliqué de limiter les contacts. Mais là, le point qu'on va faire dans les 48 heures va nous donner une image aussi de la contamination des soignants. Voilà, donc on va savoir ça très vite. Oui, bonjour, Charlotte Manvy pour l'AFP. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la capacité en nombre de vaccinations par jour actuellement, avec tous les nouveaux dispositifs qui sont mis en place un peu partout? Et je voulais savoir également, est-ce que le gouvernement s'est fixé un objectif de taux de vaccination, par exemple à une semaine ou 15 jours? Alors là, on est sur, vous avez vu des chiffres d'à peu près 2000, de plus de 2000 vaccinations par jour. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, comment dire, oui, on est excusez-moi, je fatigue un peu. Donc on est effectivement sur cet objectif. On n'a pas fixé de calendrier pour atteindre notamment les 50%. Vous pouvez me rappeler votre question, excusez-moi? C'est la deuxième partie de la question. C'est savoir si vous vous êtes fixé un objectif en pourcentage de population Voilà. Alors vaccinée. par contre, ce que je vous propose, c'est qu'à partir du calendrier, c'était ça que je voulais vous dire, à partir du calendrier que l'on a énoncé, c'est de vous réactualiser effectivement la capacité globale à partir des différents rendez-vous que nous avons énoncés aujourd'hui. Voilà, l'objectif est celui-là, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur un chiffre global qui peut être atteint grâce à ce planning.
Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Docteur de Grélan, vous parlez d'une épidémie qui évolue de manière exponentielle. On est déjà à 6 personnes en réanimation. Vous alertiez dernièrement sur nos capacités d'accueil dans ces services. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez augmenté la capacité? Est-ce que vous avez du personnel qui arrive en renfort? On a fait une demande auprès de la DAS et à relayer auprès de Monsieur Le Haussaire concernant la réserve sanitaire pour solliciter la réserve sanitaire dans 15 jours à 3 semaines, puisqu'on peut estimer que d'ici 15 jours à 3 semaines, on sera en saturation de notre système de réanimation. C'est tout à fait possible, on peut l'estimer. Voilà. Je suis pas devin, mais bon, c'est quelque chose de compatible au vu de caractère épidémique actuel. En complément, je rappelle que le haut-commissaire a annoncé dès sa prise de parole, donc en début de semaine, sa volonté de travailler sur ce point et qu'effectivement la Nouvelle-Calédonie puisse bénéficier. C'était les 2 points qu'il avait énoncés en termes de solidarité nationale, les vaccins nécessaires et le recours possible à la réserve sanitaire. Océane Dacuna pour Calédonia. Vous l'avez dit, dans 3 semaines, on pourra arriver à saturation des hôpitaux. Pas de test PCR sur les cas contacts asymptomatiques. Est-ce que ça veut dire que le statut Covid-free, c'est fini maintenant? On passe dans une autre phase. Bien joué. Et à l'avenir, du coup, parce que là, on est parti pour 15 jours de confinement. Ah bah oui. Ça devrait être poursuivi. Quel but on veut atteindre finalement? Le statut Covid-free, pardon. Non, allez-y. Le statut Covid-free, clairement, s'est envolé avec les cas autochtones que nous avons. Nous ne serons plus Covid-free. Nous vivrons avec ce virus. Maintenant, reste à savoir comment nous souhaitons vivre avec ce virus et quels risques individuellement nous souhaitons prendre. Et comment nous allons, dans les mois à venir, régler ce problème de cohabitation entre un virus et un homme. Donc on prendra les exemples de l'ensemble de tous les autres pays, j'imagine. Les décisions ont déjà été très courageuses. Là, on veut stopper cette propagation. C'est la raison de ces décisions courageuses sur le plan politique de mettre à la fois la vaccination obligatoire et finalement le confinement strict. Ça va nous donner du temps pour réagir, du temps pour vacciner. C'est ce temps-là dont on a besoin. Après, clairement, le virus va rester dans le pays. Excusez-moi, je voulais simplement compléter sur le fait que le statut de Covid-free nous a permis aussi de gagner du temps. Je pense qu'il faut quand même le rappeler sur la question des vaccins. C'est-à-dire ça nous a permis d'arriver dans une période épidémique en ayant vacciné une partie insuffisante, mais une partie de notre population, de bénéficier des vaccins et d'avoir également, parce que ça a été un gros travail de nos services qu'on pourra peut-être vous présenter à un moment donné, c'est d'anticiper sur beaucoup de sujets, notamment très opérationnels, les stocks de masques, la question de l'oxygène, puisque nous sommes, et je voudrais rassurer aussi les Calédoniens, nous sommes autonomes ici aussi en Nouvelle-Calédonie. Nous avons porté notre aide aussi à la Polynésie française sur ce sujet. Donc je pense que c'est important aussi de rappeler que tout ce temps nous a permis aussi cette préparation, même si évidemment nos capacités ne sont pas illimitées sur un certain nombre de sujets. Et puis peut-être qu'on peut dire aussi qu'on peut vivre avec ce virus. Oui. Voilà. On peut vivre en paix avec ce virus. Pas quand il arrive, pas pendant la première vague, mais ensuite vacciné, on veut vivre en paix avec ce virus. Voilà. C'est une chose qu'on doit apprendre. Pour l'instant, il nous faisait peur, tellement peur que voilà, on a réussi à prendre le temps de s'organiser en partie, se vacciner. Voilà, maintenant il faut accélérer, mais on peut envisager un avenir positif. Hein. C'est juste que l'introduction du virus sur une population non vaccinée, eh bien, ça va faire des dégâts. Mais en tout cas, on peut les prévoir, on peut les envisager, les anticiper, pour éviter d'en souffrir trop. Mais clairement, après, c'est tout à fait possible de vivre heureux avec... on le fait depuis toujours, hein, vivre avec des virus qui nous entourent, des maladies infectieuses. Voilà. Nous, c'est notre quotidien à l'hôpital depuis qu'on a commencé les études de médecine. Hein. Une autre question, on dit que l'épidémie, on est passé en phase 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer avec cette phase 3? Alors, c'est des stades qu'on utilise effectivement, puisque vous vous rappelez, on avait différents... Alors, je vais revenir aussi peut-être sur un sujet qu'on évoquera dans les prochains jours, qui est le système d'alerte également que nous avons travaillé avec nos services. Donc, les différentes phases, elles sont également communes à d'autres pays, c'est-à-dire c'est avant l'introduction du virus, à l'introduction du virus, et puis quand le virus commence à se phase 3, répartir dans la population, et ensuite on a
une phase 4 à partir de laquelle on est sur un pic épidémique et ensuite un retour progressif à la normale. Voilà, donc nous, ça nous permet, en fait, ces codes nous permettent de déterminer avec les partenaires les actions à mettre en œuvre à chaque stade. Je vous donne un exemple. On utilise ce code dans l'enseignement. On sait qu'en phase 3, on ferme, on déploie la continuité pédagogique et quand on sera par exemple au retour à la normale après un pic épidémique, ça veut dire qu'on est censé retourner dans les établissements scolaires, mais avec des modalités à fixer. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le temps gagné aussi, ce qui nous amène un certain gain, c'est aussi de se caler sur des expériences qui ont été menées aussi dans d'autres pays et notamment gérées sur le niveau scolaire. Ça a été notamment fait en métropole. C'est vraiment voir comment on s'adapte à chaque phase. Donc sur un retour à la normale qui pourrait être la phase 5, eh bien là on vit avec le virus, mais on déploie des dispositifs particuliers. André Roisé pour Radio Jido remercie déjà les quelques pistes. On apprécie effectivement l'information qu'une cartographie qui va être établie pour pouvoir bien identifier les endroits qui sont bien touchés. Mais d'abord, je voulais poser une question d'ordre général. Nous sommes tous ici des médias qui sont financés par les finances publiques et comme il y a cette union sacrée qui est demandée par les uns et les autres. Les Calédoniens, il y a des Calédoniens qui sont venus manifester ici pour pouvoir parler d'une autre voix. La question que nous vous posons, est-ce que les médias diffusent et ne diffusent que tout ce qui est information en faveur de la Covid, est-ce qu'il n'y a pas une place au niveau des médias pour qu'on puisse en parler aussi des autres alternatives de prévention? Comment est-ce que nous, au niveau des médias, on puisse donner aussi la parole à ces Calédoniens qui ont le doute, qui ont des propositions, qui demandent des débats pour pouvoir, du moins, qu'on puisse aller aller ensemble et cheminer ensemble? Alors, nous, on est dans le cadre du point presse du gouvernement. Donc, évidemment, ici, on communique des informations que nous validons avec nos services et que nous validons également avec les experts, les médecins du système hospitalier. Je crois que la liberté de presse existe heureusement en Nouvelle-Calédonie de manière générale et que il est de votre devoir, je pense, si vous souhaitez organiser des débats ou donner la parole à des associations ou des Calédoniens sur d'autres sujets. D'ailleurs, ça a été fait. Je pense que voilà. Donc la voix, en tout cas, des personnes qui ne défendent pas cette question de la vaccination ou d'autres sujets, bien sûr, vous êtes libre de leur donner la parole. Nous ici, c'est normal, c'est la parole institutionnelle et que l'on concerte avec les autres institutions qu'on a la responsabilité de donner à tous les Calédoniens. Deuxième question, je voudrais me tourner vers le responsable de la province sud, parce qu'à un moment donné, la province sud fait beaucoup de choses, et puis ils ont anticipé, à un moment donné, ils ont acheté un stock de chloroquine. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Comment vous avez utilisé ce stock-là? L'ancien gouvernement, l'ancien porte-parole a dit qu'il voulait anticiper sur l'utilisation. Comment est-ce que cette alternative-là, il est utilisé au niveau médical? Alors, il y a deux sources de réponse. Donc, la province sud et puis peut-être le docteur de Grélan aussi, si c'est nécessaire, en complément sur peut-être la question des traitements. Finalement, c'est la question des traitements que vous évoquez. Merci. Sur la question médicale, je laisserai peut-être aussi au docteur de Grélan le soin d'expliquer les évaluations qui ont été faites depuis. Effectivement, quand il y a eu cette première éruption du Covid dans nos vies et dans le monde, la question de l'hydroxychloroquine avait été posée. Donc une commande avait été faite, qui a été livrée partiellement. Et il faut savoir que l'hydroxychloroquine a aussi d'autres usages, des usages traditionnels. Et donc le stock qui avait été acquis par la province a pu être réutilisé par les grossistes locaux pour les prescriptions traditionnelles de ce médicament. Donc nous n'avons pas de stock d'hydroxychloroquine puisqu'il a été réintroduit dans le commerce et dans les pharmacies calédoniennes. Docteur de Grélan, peut-être sur la question générale, parce que beaucoup de gens se posent, et souvent malheureusement les traitements sont opposés à la vaccination. Alors nous on n'est pas opposés voilà. Du tout aux traitements recommandés par... de manière générique, c'est-à-dire les vitamines,
la vitamine C, le calcium et le zinc. Voilà ce qu'on dit en tant que scientifique, et c'est ce qui est dit dans le monde entier. Après, il y a effectivement une opposition, c'est que ça ne suffit pas pour éviter des formes graves de la maladie. Voilà. Après, les gens qui le disent, ça n'engage qu'eux, mais l'OMS, toutes les institutions mondiales, les Tahitiens, nos collègues tahitiens qui voient mourir des patients sous chloroquine et sous ivermectine, nous disent que ça ne marche pas, et on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Donc après, on peut porter ce message, mais nous ne le portons pas. Et il faut faire attention parce que le code de déontologie des médecins recommande de suivre les prescriptions recommandées sur le plan international. Donc quand un médecin, en son nom de médecin, fait des conseils de prescription sur des médicaments qui sont reconnus comme ne fonctionnant pas, il est à la limite de sa déontologie médicale. J'attire juste votre attention là-dessus. Donc il faut faire attention à ça. Après, on peut tout à fait prendre des vitamines. Maigrir, c'est une bonne chose, parce que j'ai lu le rapport de Réinfo Covid. Maigrir, c'est une bonne chose, mais on va pas avoir le temps de faire maigrir toute une population, ni de les mettre au sport d'ici la fin de l'épidémie, quoi. Vous voyez ? Donc là, la vaccination, malheureusement, ça n'empêche pas de prendre des vitamines, ça n'empêche pas d'écouter des bons conseils sur la santé et sur l'hygiène de vie. C'est une très bonne chose. Par contre, la chloroquine, ça ne fonctionne pas. L'ivermectine non plus. Et ça ne sert à rien, en l'occurrence, dans cette maladie virale. Voilà. Il y a des anticorps qui ont été produits par génie génétique. Je vais prononcer le mot parce que c'est celui qui fait peur. Pour le coup, il y a des anticorps monoclonaux qui sont utilisés en métropole dans des préventions, dans des phases modérées à graves de la maladie, et qui fonctionnent bien, qui coûtent extrêmement cher et qui sont utilisés au cas par cas. Pour l'instant, on n'en est pas là en Nouvelle-Calédonie. Et là, la vaccination, elle ne coûte rien au territoire, et c'est vraiment le plus efficace. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des vitamines. Moi-même, quand je suis fatigué, j'en prends. Merci. Anthony Tégéraud, des Nouvelles-Calédoniennes. Donc, on a bien compris qu'on n'est plus en Covid-free. Il faut s'attendre à une courbe exponentielle du nombre de cas. Comment on fait quand on est cas contact ? Dans quel cas on est placé en auto-isolement ? Comment ça marche ? Combien de temps il faut que ça reste ? Quelles sont les consignes à venir, puisqu'on risque tous peut-être être cas contact ? Comment ça se passe clairement ? Alors, si vous respectez les mesures barrières, le port du masque et le confinement, pour l'instant, les cas contacts pendant les 15 prochains jours ne vont pas poser trop de problèmes. Ça va laisser le temps à la DAS de faire un minimum d'exploration, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a vraiment un grand nombre de clusters en même temps aujourd'hui et que ces explorations vont être difficiles, plus que lors des précédentes crises. Donc, les cas contacts, soit il n'y aura aucun intérêt particulier si vous êtes vacciné à vous isoler, et donc vous pourrez, même après avoir été cas contact ou personne contact, en l'absence de symptômes, vous pourrez continuer, j'imagine, dans un monde futur à travailler normalement et à vivre normalement, et même aller au cinéma, et être heureux. Et si jamais il n'y a pas eu de vaccination encore suffisante, effectivement, il faudra faire plus attention. Mais à partir du moment où vous êtes vacciné, le risque il sera beaucoup plus faible. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Oui, mais pour les personnes qui sont actuellement contact ou qui pensent être contact, est-ce qu'il y a des conseils ? Est-ce qu'il faut éviter les contacts avec sa propre famille ? Qu'est-ce qu'on peut juste dire aujourd'hui où on est en plein début d'épidémie après ? Alors, je rappelle ce que c'est déjà. Oui, allez-y. Je rappelle ce que c'est déjà une personne contact. C'est quelqu'un qui a été en contact direct pendant plus de 15 minutes, à moins de 2 mètres, en l'absence de masque, avec une personne qui a été déclarée positive en PCR Covid. Donc c'est pas, voilà, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais donc si vous avez été cas contact, de toute façon là, restez à votre domicile. En l'absence de symptômes, il ne sert à rien d'aller faire une PCR, un test de dépistage. Voilà, ça ne sert à rien. D'abord parce que vous pouvez avoir très peu de symptômes, voire même aucun symptôme. Et puis, si l'épidémie est effectivement en phase 3, le fait de rester en confinement, ça va déjà limiter toute cette diffusion par les cas contacts asymptomatiques. Donc, voilà, je crois que j'ai pas été très clair, si, c'est à peu près. Si, sur la définition du cas contact, je pense que c'est bien parce que ça évite quelques peurs aussi de se dire finalement quand est-ce qu'on est cas contact, qu'on l'est pas. On vous prend encore une ou deux questions ? Ou deux, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci.
Une question plus politique. La présidente de la province sud, Sonia Baquès, a demandé l'état d'urgence. Où est-ce qu'on en est sur cette question-là ? Ah, la présidente de la province sud a demandé l'état d'urgence. Ah, vous parlez au niveau national. Vous parlez de la question au niveau national ? C'est ça ? Oui. C'est la première, Coralie Cochin. Sur les cas positifs, est-ce qu'on peut refaire un point ? Vous parlez de 16 cas au total, c'est bien ça ? Et pas seulement 16 cas au Medipôle ? Est-ce que vous pouvez préciser, en fait, parce que nous, on en a comptabilisé plus. Et hier, lorsque vous avez fait le bilan, vous évoquiez 7 cas. Oui. Il y avait les cas de l'IFU qui n'avaient pas été comptés, en fait. Oui. Donc, est-ce qu'on peut refaire un point plus précis ? Vous voulez donner des informations, docteur, sur les cas de l'IFU qui ne sont pas à l'hôpital ? En fait, un cas ne peut pas être comptabilisé. Pour l'instant, il n'est pas comptabilisé quand il n'est pas positif en PCR. La PCR, c'est le test qui va donner à la fois la génétique du virus. Donc, c'est le test de référence. Aujourd'hui, on fait des tests rapides qui ont de temps en temps la possibilité d'être faux positifs ou faux négatifs. C'est très rarement des faux positifs. C'est plus souvent des faux négatifs. Il y a 20 à 30% de positivité, de faux négatifs. Donc, en gros, ça veut dire que tant qu'il n'a pas été confirmé par un test PCR, le résultat n'est pas officiellement donné. Vous parlez des tests antigéniques, alors ? Les tests antigéniques, ce sont les tests rapides. Ceux qui sont faits dans les îles, ce sont des tests rapides. On ne les compte pas tant qu'on n'a pas la confirmation au PCR. D'accord. Donc, les 16 cas sont confirmés PCR. D'accord. Au Medipôle. Et au Medipôle. Sur la question des dépistages, Valentine Orisouquet, donc la deuxième vice-présidente de la province Nord, évoquait ce midi sur notre antenne un manque de tests dans le Nord qui pose vraiment souci. On nous a signalé aussi à Thio que les gens étaient très inquiets, ils venaient d'un mariage de l'IFU et il y a eu des risques peut-être de contamination. Ils ont cherché à se faire dépister. Là aussi, il n'avait pas possible de le faire au dispensaire. Et donc, on les a renvoyés vers Nouméa. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à faire se déplacer les personnes, un risque de contamination, alors qu'on leur demande de rester confinés ? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une distribution de tests antigéniques rapides qui va être faite, qui existe déjà dans les îles, il y en a déjà, à Koné, il y en a, etc. Mais là, il va y en avoir plus et distribué de manière plus large, y compris ce qui envisage l'ADAS. Moi, je ne fais pas partie de l'ADAS, mais on en a parlé avant, donc je crois ne pas me tromper en disant que même au sein des cabinets de médecine générale, on pourra faire des tests antigéniques. Donc, même s'ils sont limités aussi, on n'en a pas, mais on va en recommander pour qu'on puisse justement aller au plus près de la population, qu'elle soit à Thio, Canala ou Égoua. Donc, vous leur conseillez de rester sur place en attendant ? En l'absence de symptômes, oui. Oui, mais s'il y a des symptômes ? S'il y a des symptômes, ils vont au dispensaire et ils suivent la filière standard du dispensaire. Si le dispensaire estime que c'est un cas Covid positif très probable, il les enverra faire un test de dépistage dans le centre de dépistage le plus proche aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe, sera demain différent. Okay. Voilà, on ne peut pas faire aujourd'hui ce qu'on fera demain. Anthony Tégéraud, des Nouvelles. Pour l'obligation vaccinale, il a été acté que d'autres types de vaccins que ceux à ARN messager seraient proposés en Calédonie. On voit qu'il y a un enjeu énorme à vacciner rapidement en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a des Calédoniens qui sont prêts à se faire vacciner, mais sans l'ARN messager. Est-ce que d'ores et déjà des vaccins ont été commandés, type AstraZeneca ou autre ? Est-ce que cette stratégie est abandonnée ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce sujet ? C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a discuté et puis qui avait été abordé également lors du séminaire qui a été organisé avec les partenaires sociaux à la CPS, c'est-à-dire qu'il y a une étude effectivement qui a montré qu'un certain nombre de personnes étaient en attente d'un autre type de vaccin. Donc je pense qu'effectivement, il faut entendre que certaines personnes souhaiteraient avoir un vaccin qu'ils estiment être plus classique. Donc pour l'instant, il y a aussi eu un vœu au niveau du Congrès sur ce sujet. Donc pour l'instant, les deux seuls vaccins qui sont disponibles et dans les semaines à venir ici en Nouvelle-Calédonie, et je pense dans les mois à venir, pas me tromper docteur, c'est le Pfizer et le Moderna. Donc nous, ce sont des pistes que l'on va poursuivre, notamment avec la métropole. Mais pour l'instant, il n'y a pas de possibilité. Je pense que je peux même dire dans les mois à venir, pour l'instant, d'avoir des stocks suffisants pour pouvoir répondre à cette demande particulière. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, juste revenir rapidement sur les cas des îles avec ces tests antigéniques. On a eu 4 personnes positives sur l'IFU hier, 2 annoncées aussi sur Marais aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on en fait après, une fois qu'elles sont positives sur ces tests antigéniques? Est-ce qu'il y a un test PCR de proposer? Et s'il est positif, est-ce qu'ensuite ces personnes iront être soignées au Medipôle, ou est-ce qu'il y aura en quelque sorte 2 poids 2 mesures entre les îles et la Grande Terre? Je réponds. Non, pas de poids de mesure. Le traitement, je l'espère, sera le même pour tout le monde, notamment sur le fait que toute personne qui est confirmée sera ensuite isolée. Donc, isolée où? Donc, a priori, dans un hôtel, ce serait le mieux sous surveillance médicale quand il n'a pas de symptômes graves. Ou au Medipôle quand il a des symptômes graves ou des risques de complications, une obésité, un diabète ou une forme grave de la maladie. Donc c'est ce qui s'est produit. On a récupéré des patients de l'IFU assez rapidement là. Voilà. Pour ceux qui sont encore sur l'IFU aujourd'hui, effectivement, il faudra organiser. On en a parlé dès lundi à la DAS et on en avait parlé déjà auparavant au gouvernement, mais ils sont parfaitement conscients de cette problématique. Une rotation pour récupérer tous les malades qui seront dans les îles. Voilà, une rotation quasi quotidienne pour récupérer les malades qui ont besoin d'oxygène et on ne pourra pas consommer les réserves d'oxygène. Voilà, c'est pas inépuisable dans les îles non plus, donc il faudra qu'on les récupère. Donc ces malades, ils sont en attente de transfert pour certains. Pour d'autres, par exemple dans le Nord, on peut envisager la même chose qu'un hôtel ici, et c'est en discussion avec la DAS pour avoir une structure d'accueil dans le Nord et qui serait surveillée, qui serait coordonnée avec nous pour le dépistage, la surveillance. Tous ces malades. La province des îles a clairement, ça a été relayé hier soir lors d'un reportage télé, a clairement exposé aussi ce qu'elle mettait en place en matière de confinement à partir notamment de son dispensaire par exemple. Ça fait partie des choses qui ont été anticipées par les équipes sur place de pouvoir isoler. Et bien sûr sur la question du transport, c'est un sujet qui est traité également avec la province. Je voulais rappeler sur nos réunions de travail, nous avons une réunion donc hebdomadaire à 15h ici au sein du gouvernement pour traiter tous les sujets liés au Covid. Et ensuite à 17h, nous avons ce qu'on appelle la direction opérationnelle avec tous les partenaires et notamment les provinces où on aborde de manière très très pratique tous les sujets que vous avez questionnés à l'instant. Donc ça se décide, tous ces sujets sont vraiment traités au jour le jour pour être le plus réactif possible. Donc on me dit qu'il n'y a plus de questions. Je voulais vous remercier pour votre attention parce qu'on a passé beaucoup d'informations très précises aujourd'hui. Et on rappelle, comme ça a été fait également par le docteur de Grélan et les autres intervenants, l'importance du respect du confinement. Pour ces 15 jours, on est vraiment dans une période essentielle qui va nous permettre de pouvoir prendre les choses progressivement en main et de pouvoir réagir le mieux possible. Merci à vous, merci à tous. Merci.